Bonsoir tout le monde. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. Je suis en gros décalage horaire en ce moment. Je suis à Istanbul, en Turquie. Donc, j'ai 8 heures de différence avec le Québec et 2 heures de différence avec la France. Salut Guillaume. Donc, j'avais quand même le goût de vous parler parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait un petit live avec vous pour échanger des petites idées. Donc, évidemment, je vous invite à répondre aux questions. Si vous avez des questions, juste les poser dans la petite case. Puis, hey, salut Peter. Bon, c'est le fun de voir des amis d'un peu partout. OK. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je peux peut-être même vous inviter à l'écran. Qui sait, si ça vous intéresse, je vais être invité. Dites-le moi. Je peux vous envoyer une invitation. Je peux inviter jusqu'à 10 personnes. Donc, on peut faire des petits échanges. Je vous donne de mon temps avec vous. Genre, Guillaume ou Peter, si tu as le goût de venir, fais-moi signe, écris-le, je t'invite. C'est un petit peu plus difficile peut-être sur Instagram. Si vous êtes sur Instagram, ça va être plus facile sur Facebook. Donc, voilà. Désolé pour le truc. Donc, ça, je disais à Annabelle, bonjour, si jamais tu veux participer au live, fais-moi signe, je peux peut-être t'inviter. Donc, on m'a... j'ai fait beaucoup de live dans ma vie. Hein. Ça fait au moins 5 ans que je suis très, très, très actif dans le domaine de l'enseignement. Donc, c'est ce que je fais de ma vie maintenant. J'accède beaucoup mes lives sur les patients, en fait. Bonjour Laurent. Donc, j'accède mes lives sur les patients avant. Donc, je donnais toujours des conseils. Puis les gens, ensuite, bon, j'avais toujours plusieurs personnes qui venaient m'écrire pour prendre des rendez-vous avec moi ou je leur réfère quelqu'un. Puis c'est pas... En tant que tel, moi, je pratique beaucoup moins en clinique à cause justement de l'enseignement, de tout ce que je fais. Bonjour Thomas. De tout ce que je fais. Donc, on développe beaucoup de cours, on fait beaucoup de partenariats. Donc, je ne peux pas constamment être en clinique, enfermé dans une ville. Puis, j'ai déjà fait ça. J'ai fait ça pendant 12 ans de temps. Ça suffit. Mon but maintenant, c'est de former les gens. Donc, mon message, c'est toujours adressé à des patients et pas directement à des thérapeutes ou des entraîneurs. Donc, la semaine prochaine, je vais essayer de faire un live pour les entraîneurs pour donner mon point de vue. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour améliorer on peut dire leur consultation, leur suivi, leur prise en charge des athlètes. Donc, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le volet thérapeute. Donc, je crois qu'on a chacun dans notre carrière, éventuellement, on trébuche sur, quoi qu'on a plein de connaissances au début, on est content, on se sent armé pour faire face à la réalité, mais assez rapidement, on se rend compte que plus qu'on va loin, plus qu'on tombe dans des zones inexplorées, on rencontre des patients qui nous remettent en question, dont les techniques ne semblent pas fonctionner. Que ce soit au niveau des douleurs restent les mêmes ou que ce soit une prise en charge X ou tout simplement ils ne font pas les exercices qu'on leur donne ou etc. Est-ce que c'est déjà arrivé quelqu'un ici, quelqu'un qui peut me raconter peut-être une petite histoire pour qu'on en discute? Mais moi, j'ai vécu ça quand même assez régulièrement, surtout en début de carrière. Donc, si je vous fais un petit rappel pour ceux qui me connaissent ou qui me connaissent moins, à la base, bon, je vivais avec un handicap partiel, des gros problèmes physiques, des grosses douleurs tout le temps. À 25 ans, j'étais plus capable de tourner la tête sans faire des blackouts, donc je perdais la vue quasiment en tournant la tête. Donc, tellement de problèmes au niveau des cervicales en plus, au niveau des jambes, au niveau de partout. En fait, j'étais tordu d'un bout à l'autre. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai commencé à me faire soigner. Donc, 4-5 fois semaine, chiropratien 3 fois semaine, orthokinésithérapeute 2 fois semaine. Donc, j'étais constamment chez le soignant. Finalement, après, j'ai commencé à faire une réhabilitation aussi à la maison. Donc, ça a duré sur environ 3 ans comme ça, de façon très intensive au niveau des traitements. Donc, je faisais ma réhabilitation à la maison en même temps. Puis là, c'est là que je me suis intéressé. Bonjour Dominique. Donc, je me suis intéressé de plus en plus au corps humain, en fait, l'anatomie, comprendre pourquoi que j'avais ça, pourquoi que les médecins, il n'y avait aucune autre solution que de me mettre des orthèses au niveau des pieds, au niveau des genoux. Finalement, je ressemblais à Forrest Gump dans ma jeunesse à cause justement d'orthèses au niveau des genoux.
puis une espèce de prothèse en métal qui reste pas une prothèse, une orthèse en métal, excusez-moi, je n'avais pas de membre arraché. Donc, je me trouvais qu'avec une biomécanique assez spéciale du bas du corps. Donc, évidemment, si ça ne se passe pas bien en bas, bien, graduellement, notre démarche change, hein, parce que la démarche est vraiment reliée entre l'épaule et la hanche, le genou, bon, etc., le pied, toutes ces chaînes-là. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je pouvais juste être assis au final. Donc, à force d'être toujours assis, ça cause des problèmes respiratoires, lymphatiques, ça cause la position en flexion du tronc, la tête avancée, etc. Il n'y a absolument rien de bon, de positif là-dedans. Donc, ça se peut que vous entendiez l'appel à la prière en ce moment, qui a commencé. Comme je vous rappelle, je suis à Istanbul. Ça met un peu de vie dans la maison, mais il faisait très chaud. Il fait 16 ici en ce moment. Donc, je continue ma merveilleuse histoire. Donc, je me suis retrouvé avec plein de douleurs. Donc, on a commencé à suivre ces traitements-là et j'ai développé un intérêt, évidemment, à biomécanique. Donc, j'allais chez un chiropraticien. À chaque fois, il me mobilisait toujours les mêmes articulations, ma glénule humérale, mon fibula était postériorisé, mon fibula postérisé, mon tibia, des fois, postériorisé aussi. J'étais en complète torsion. Donc là, je commençais à me dire, je pense que mon tibia il est déplacé. Mon fibula, ma tête fibula, tu peux ça vérifier. Je commençais à prendre mes termes anatomiques comme ça. Finalement, de fil en aiguille, au fil des années, au fil des rendez-vous, j'ai commencé, on m'a conseillé d'aller en massothérapie. Donc, chose que j'ai fait au Québec. Donc, j'ai fait ma massothérapie. Ensuite, je commençais à traiter ceux qui me traitaient. Donc, j'ai commencé à suivre mon chiropraticien qui venait me voir de temps en temps. Puis là, il me disait, tu es vraiment bon en anatomie. Donc, parce que j'avais appris tous ces trucs-là. Puis, j'apprenais les muscles avec la même ferveur parce que je voulais m'assurer de bien comprendre ça. J'étais fasciné par l'anatomie parce que j'ai eu tellement de problèmes musculo-squelettiques que j'ai mis ça sur un piédestal un peu, puis je me suis dit, je veux devenir un spécialiste en biomécanique. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, de fil en aiguille, je faisais les massages. Là, je massais, exemple, mon chiropraticien. Là, je disais, ton long fibulaire est tendu, blablabla. Puis là, après ça, je me suis demandé, pourquoi ces muscles-là, si toutes les articulations sont en place, en théorie, pourquoi est-ce qu'ils sont toujours tendus? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que ça revient? Donc, dans leur compréhension du truc, je ne veux pas généraliser, mais habituellement, on va dire, les mouvements répétitifs vont faire ça, la latéralité, le corps humain, gauche, droite, etc. Il y a on va choisir un côté du corps plus moteur, un autre un petit peu plus, je dirais, sensitif. Un qui stabilise, un qui mobilise, en fait, qui bouge plus. Donc, les positions, les mauvaises postures. Mais les mauvaises postures, ça a le dos un peu large. Donc, j'ai appris au fil du temps à mobiliser les articulations. Bon, quand j'avais bien maîtrisé le système neuromusculaire, je ne vais pas dire trop le mot neuro à cette époque-là, mais le système musculo-squelettique, disons-nous. Donc, j'ai commencé à intégrer les mobilisations articulaires dans le tout. Parce que là, ce que je voyais, c'est qu'en mobilisant une articulation, le muscle relâchait. Mais des fois, un muscle spasmait, allait tirer l'articulation dans la mauvaise place. Là, c'est là que ça a commencé à m'intéresser beaucoup, cette logique-là de biomécanique, de la relation entre le muscle et l'os. À cette époque, on ne parlait pas beaucoup de fascia. Il n'y avait pas encore la mode des ostéopathes qui était apparue. Maintenant, il y a vraiment beaucoup d'ostéopathes. Je parle au Québec, hein, je ne parle pas en France. À cette époque-là, je n'étais pas allé en France encore dans mon jeune temps. J'ai commencé à voyager à 28 ans, donc juste après. Donc, voilà, là, ça m'a intéressé. Après ça, j'ai commencé à intégrer les mobilisations articulaires périphériques, évidemment, dans mes traitements de massothérapie. Donc, au début, je les faisais, je massais, ensuite, comme un peu on voyait en orthothérapie, c'est-à-dire on relâche les muscles, ensuite, on mobilise les structures osseuses. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Je commençais à faire l'inverse. Donc, je voulais mobiliser les articulations. Ensuite, corriger les muscles, donc détendre les muscles, etc. Parce que je me disais, si les articulations ne sont pas en place, les muscles peuvent être un peu en état de spasme ou de réaction réflexe. Donc, je vais toujours me battre contre ça. Donc, ça faisait du sens pour moi à l'époque, cette logique. Ça en fait toujours un certain sens maintenant. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi l'articulation se déplace et pourquoi que le muscle a choisi d'être tendu et pas de se repositionner normalement. Donc, on peut aller vers là un petit peu plus.
Je vous parle de cette logique-là parce que vous, en tant que thérapeute, vous avez eu votre formation. On vient tous de différents backgrounds en thérapie manuelle. Vous avez eu une vision du corps humain. Puis cette vision-là, si elle n'est pas changée ou si elle n'intègre pas de nouveaux paramètres, de nouvelles choses qui vous remettent en question, bien, c'est là que vous allez commencer à voir que, oups, il y a peut-être des petites choses qui ne fonctionnent pas en clinique, puis qu'avec la réponse que j'ai eue, l'enseignement que j'ai eu, je n'arrive pas à savoir dans quelle boîte va le problème et ni à le corriger. Puis là, c'est là qu'on se ramasse avec des clients qui reviennent, des clients qui nous font une mauvaise publicité, des clients qui ne reviennent tout simplement pas, ils ne nous disent pas. Là, on peut se dire soit qu'il est guéri, hein, ou soit on peut se dire qu'il ne revient pas, mais il est mal à l'aise de me dire que le traitement ne l'a pas du tout aidé. Ça, c'est triste, parce que je pense que le but de chaque thérapeute, c'est d'aider son prochain, d'avoir des beaux résultats. Et encore mieux, c'est que cette personne-là soit guérie peut-être la première fois, puis qu'elle nous réfère ses amis, d'autres personnes. Donc, comme ça, on n'a pas besoin de constamment faire de la publicité, etc. C'est un référencement naturel qui se fait parce que les gens sont satisfaits, vous considèrent comme étant une personne apte, capable, compétente. Donc, un seul thérapeute, c'est mieux de voir un seul thérapeute que d'en voir trois, si le même est capable de comprendre un peu les dysfonctions alimentaires, bon, peut-être des petites sources émotionnelles, des troubles énergétiques, des troubles biomécaniques. Il est capable d'avoir une meilleure vue d'ensemble, une meilleure synthèse, puis ça l'évite des fois. Moi, je vous parle en tant que maintenant, ce que j'appelle la neurothérapie. J'aime ça avoir une synthèse un peu complexe du corps. Comme ça, si j'ai à référer, ben au moins, je sais quel tiroir, quelques petits tiroirs, quelques petits compartiments pourraient contenir des problèmes que l'autre spécialiste va être capable d'adresser. Idéalement, si c'est un spécialiste, encore mieux, qui est capable de voir aussi d'une vision globale du corps humain, ça va aider. Parce que souvent, plutôt dans mon jeune temps, j'ai référé à des gens qu'en fait, je me suis dit, bon, ben, c'est un chiro, c'est un physio, c'est un acupuncteur, c'est un peu importe. Je référais le client, puis l'autre personne ne comprenait pas mon travail, donc elle disait, non, non, on laisse tout faire ça, on fait que de l'acupuncture, ou on fait que de la chiro, ou on fait que ça. Donc, ils étaient un peu dans leur dogme fermé, ils ne s'intéressaient pas vraiment aux choses des autres. Et finalement, la personne revenait me voir, elle me disait, ouais, tu me référais à cette personne-là, puis ça n'a vraiment pas aidé du tout, ça m'a coûté une fortune, et blablabla. C'est arrivé aussi des fois que ça l'a aidé, puis ça a apporté des solutions. Je ne veux pas généraliser, mais si vous devenez plus compétent à observer et à comprendre les différents problèmes chez votre patient, votre client, vous allez être capable aussi de mieux référer. Puis si vous référez, je vous conseille de rencontrer les personnes à qui vous référez, au moins d'avoir une petite discussion avec eux, si vous êtes capable, téléphonique. Faites des partenariats. Si vous êtes capable de rencontrer, exemple, un chiro, peu importe, vous lui envoyez un message. Hey, salut, bon, je cherche un chiro à qui référer mes patients. Bon, j'en vois plusieurs. Je pense que moi, je ne suis pas autorisé à faire des mobilisations cervicales, exemple. Ça arrive que des fois, il faut qu'il y ait des mobilisations qui se fassent. Donc, penses-tu, j'aimerais ça un peu comprendre comment tu travailles, c'est quoi ta vision du corps un peu, puis etc. Puis si ça connecte, wow, si ça ne connecte pas du tout, c'est un problème. Puis je vous parle d'une anecdote qui m'est arrivée moi-même. Une chiropraticienne que j'avais référée à l'époque, dans le temps que j'étais... Hey, ça fait longtemps, ça. Ça fait au moins 10 ans. C'est avant que j'ouvre mon gym. Ça fait 12 ans. J'étais quand même très bon dans l'articulation. Hein. Je faisais toutes les mobilisations, je ne touchais pas au cervical. Puis les chiros n'apprenaient pas les mobilisations articulaires, donc ça tombait super bien pour moi. Ils n'apprenaient que la colonne, lombaire, thoracique, cervicale. Donc, j'ai fait des tests, parce que j'utilise toujours ces tests-là, les tests qu'on enseigne dans Mionic. Là, si vous êtes friand de thérapie manuelle, c'est clairement la technique la plus efficace pour faire les tests articulaires. Ça plus vite que tout. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait une cervicale, C1, C2, je ne me rappelle plus, ça fait très longtemps. Il y avait une cervicale qui était problématique. Je fais le test, là, je fais « Oups, c'est problématique ». Donc, je lui recommande une chiropraticienne à Sainte-Marthe-sur-le-Lac à l'époque. Puis finalement, la personne est allée voir la chiropraticienne. Elle lui a dit je suis allé voir Nicolas Desjardins, blablabla. Il m'a dit que j'avais une cervicale déplacée. Donc, il m'a recommandé de venir vous voir parce que c'est vous qui faites des mobilisations articulaires. Écoutez bien cela. La chiropraticienne a dit, mais pour qui se prend-il pour dire que vous avez une cervicale déplacée? C'est qui? Qui est-il? Blablabla.
Donc, elle était offusquée, autrement dit, que j'aille, entre guillemets, prédiagnostiqué qu'il y avait un problème avec ses cervicales. Donc, je n'ai pas dit ta C1 est en rotation gauche, puis tu as une compression de ton tel nerf. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que tu as un problème avec tes cervicales, va voir, tu en as une qui semble déplacée, plaque. Donc, elle était, autrement dit, au lieu de faire ah, il est gentil ce thérapeute, c'est bien, il a respecté sa limite professionnelle et il m'a référé une nouvelle personne que je peux aider, elle a été insultée que je lui réfère quelqu'un en disant qu'il y avait une cervicale problématique. Donc là, la morale de cette histoire, j'ai demandé à la cliente qui est revenue me voir en disant ouais, je n'ai pas vraiment apprécié son approche à la dame. J'ai dit bon, finalement, est-ce que tu avais une cervicale déplacée? Elle dit oui, tout à fait, tu avais raison. Bon. Donc, petit vélo pour moi, mais c'est très décevant. Puis c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez être un thérapeute compétent, non seulement si vous êtes capable de savoir c'est quoi vos limites en tant que thérapeute, puis de référer quand ça arrive, mais faites pas mon erreur. C'est-à-dire, l'erreur, c'est avant de référer à quelqu'un, assurez-vous que cette personne-là va aider votre travail au lieu de mélanger le patient, le client, créer un message contradictoire. Ses bébites émotionnelles, personnelles sont embarquées dans l'équation, ça l'a dérangé, ou son endoctrinement, je ne sais pas trop. Mais ça a créé un client mécontent, un client qui a eu ce problème-là. Je vais jeter des commentaires. Ça a l'air gentil, les gens. Qu'est-ce qu'ils me disent? Je suis sur 2 plateformes en même temps. Dominique a dit vraiment, tu me manques. Ça fait plus 4 mois que j'endure un mal d'épaule différent que celui que tu m'as guéri. Ouais. Ben, les maux d'épaule, on est très stressé en ce moment. Hein. Quand on est stressé, on va serrer les dents beaucoup. Les épaules vont avoir tendance à lever aussi. Les épaules, c'est aussi nos ailes. Là, je fais une petite parenthèse un peu en décodage là, émotionnel. L'épaule gauche, c'est le côté du cœur. Habituellement, c'est le côté de la pensée aussi. C'est un peu comme nos ailes, je veux m'envoler. Là, je ne dis pas que c'est ça. Tu as peut-être un muscle qui est en dysfonction, tu as peut-être ton pec qui est problématique en ce moment, ça peut être plein de choses. Mais si c'est un mal qui arrive soudainement, qui part, qui revient, que tu n'es pas capable de reproduire un mouvement, parce que quand c'est reproductible, habituellement, c'est biomécanique. Si c'est une douleur qui se balade, des fois, ça peut être lymphatique, mais si une douleur qui semble relié à un stress, mais là, il faut aller creuser un peu les émotions. Moi, j'aime bien regarder tout ça ensemble. Mais bref, je reviens avec ça, peut-être d'instinct, je t'ai balancé ça. Mais épaule gauche, souvent, c'est notre aile gauche et qu'est-ce que je fais? Mon rêve, où je veux aller, blablabla. Puis finalement, en ce moment, on est un peu coincé hein, pour diverses raisons. Puis à droite, c'est un peu mon aile. Bon, je sais qu'est-ce que je veux faire, mais je ne suis pas capable de le faire parce que je n'ai pas le temps, j'ai des enfants, j'ai un conjoint qui ne veut pas me suivre, je n'ai pas les moyens, ou je manque de temps, ou il y a une contrainte, des fois, qui est plus du côté droit, qui est l'énergie un petit peu plus, on va dire, du mouvement, yang, c'est-à-dire, bon, je passe à l'action. J'ai peur, je sais ce que je veux, mais est-ce que je suis capable? Est-ce que ça te parle? Peut-être pas, comme je te dis, c'est peut-être complètement biomécanique. Mais si tu me dis, c'est quand je bouge, je fais ce mouvement précis, reproductible, tout le temps, là, on est peut-être plus dans la biomécanique. Mais là, quand c'est émotionnel, c'est intéressant. Donc, je reviens à Chantal. J'ai eu un excellent service avec toi. Ta vision m'a ouvert l'ensemble du corps humain, squelettique, musculaire et neurologique. Merci beaucoup, Chantal. Oui, ça fait longtemps. Tu étais là dans mes débuts en tant que thérapeute, quand je pratiquais pratiquement juste en musculo-squelettique. Peut-être aussi en posturologie au début. Donc, ouais, ma pratique a bien évolué, mais merci beaucoup, c'est gentil. J'espère que je t'ai référé à Yann, justement, comme entraîneur. Puis, si tu as besoin d'un thérapeute, bien évidemment, fais-moi signe, ça va me faire plaisir de te recommander d'excellents thérapeutes qu'on a au Québec. Il y en a des bons. Il y en a quelques-uns qui sont excellents, qui sont dignes de confiance, selon moi. Il y en a d'autres qui sont très bons, que je ne connais pas aussi. Je ne connais pas tout le monde, mais ceux que j'ai dans ma petite poche magique, les gens sont toujours très satisfaits. Donc, on échange. Donc, c'est ça la cohérence thérapeutique, parce que cette personne-là qui est allée voir la chiropraticienne, puis que l'autre, elle lui a dit c'est qui, blablabla, mais elle a eu un message un peu confus, parce qu'elle s'est dit pourquoi qu'elle a cette attitude-là. La personne a respecté sa limite et en plus me réfère à toi. Tu sais. Donc, c'est quand même drôle. Ouais. Donc, super avec Yann. Donc, pour revenir avec ça, ce petit parcours-là de douleur, etc. Ensuite, je me suis dit, mais pourquoi que
l'articulation se déplace ou le muscle devient trop tendu? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la grande équation dans tout ça? Pourquoi que ça fait ça puis qu'on ne comprend pas? La posture a le dos large, hein? Les postures assises, les postures debout, le mouvement sportif, les mouvements répétitifs. Mais je regarde des animaux qui sont couchés ou soit qui bougent, sont toujours dans le mouvement, dans le jeu, dans des activités violentes ou etc. Ils ne sont pas toujours blessés non plus. Donc, il y a des gens qui passent leur vie sans aucune douleur pratiquement, puis il y a des gens qui font absolument rien et qui sont en douleur. Donc, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à cette époque. Je suis allé faire mes formations d'entraîneur fonctionnel. Donc, j'ai fait 16 certifications, plus d'autres ensuite, dont Functional Training Academy, etc. Ensuite, avec ces formations-là, justement, c'est là que j'ai rencontré, peut-être pas, j'ai fait des cours avec Yann Werner, justement, à cette époque-là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que je me disais, bon, mais maintenant que l'articulation est alignée, maintenant que le muscle est relâché, bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer? Parce qu'un muscle, s'il est trop tendu, des fois, c'est parce que son antagoniste n'est pas assez tendu. Il est trop étiré, donc il n'est pas capable de contracter. Un peu si je vous mets un os ici. Si j'ai un muscle ici qui tire, bien, l'autre côté, il faut qu'il le retienne. Donc, c'est un peu un jeu de tension. Quand on est debout, on est supposé d'être droit, d'être assez neutre. On n'est pas trop penché, tiré vers l'avant. On veut être capable d'utiliser correctement, en fait, nos chaînes antérieures, postérieures, latérales. Puis, c'est un principe de tenségrité. Si la tension est bien répartie dans l'organisme, il n'y aura pas de douleur en tant que tel, ou pratiquement peu de douleur. Parce que le dessous de notre pied, il fait comme c'est un arche qui est fait pour amortir. Le derrière de notre genou est fait pour, c'est aussi, il est toujours un peu en flexion, il est fait pour amortir, à moins que vous soyez le genre de personne qui vous lèvez debout et qui verrouillez les genoux. Ça, c'est pas bon, c'est déjà un signe d'instabilité. Donc, on a un creux dans le bas du dos aussi, on a un creux dans le haut du cou aussi. Donc, on est un peu comme une structure qui est faite pour travailler en éponge, amortir ces chaînes-là, puis osciller tranquillement pour faire des relais entre les chaînes. Donc, on est merveilleusement bien conçu, mais pour ça, il faut que ça aille bien, la neuro, en arrière de ça. C'est là que je vous amène les concepts derrière, où que ça a commencé à transformer tranquillement pour moi. Parce qu'en biomec, c'est excellent, rien à dire. Je faisais tous les tests articulaires, les tests musculaires, je pouvais réaligner un squelette, relâcher un muscle. Ensuite, j'ai commencé à entraîner ces chaînes-là musculaires qui me permettaient de faire des corrections. Exemple, bon, bien, définitivement, si la personne, elle a... que je peux donner comme exemple? Bon, un pec 2 fois plus développé d'un côté que de l'autre, ça se peut que la cage thoracique travaille différemment, qu'il y ait une épaule roulée vers l'avant à cause d'un trapèze supérieur dominant, un petit pec trop développé là. Donc, on va vouloir rééquilibrer les masses musculaires avec des mouvements fonctionnels, l'entraînement, des mouvements à pleine amplitude. Mais malgré tout cela, j'avais quand même des problèmes qui revenaient. Dès que la personne arrêtait de s'entraîner, elle retournait dans ses problèmes. Donc, mon mentor que j'avais à l'époque, le chiropraticien qui m'a ouvert les yeux beaucoup sur tous les tests articulaires, il me disait, tu sais, la santé, c'est comme un champ. Il faut toujours enlever la mauvaise herbe. J'ai apprécié cette phrase-là parce que ça fait beaucoup de sens. On est constamment en train de vivre des émotions, du stress. On est constamment en train de manger des nutriments qui nous causent plus de bien que de tort souvent. On ne dort pas bien, on regarde des écrans bleus comme en ce moment. On fait plein de choses qui abîment notre santé, hein, la qualité de l'air, de l'eau, de nos pensées, etc. On oxyde, on se dégrade constamment. Donc, où je m'en vais avec ça? Donc, oui, effectivement, la mauvaise herbe pousse dans le champ tout le temps. Mais il y a des choses qui devraient pousser moins vite. Je vous mets cette image-là comme ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si votre neurologie, quand vous tenez debout, c'est un acte neurologique. Si vous regardez un enfant, il va se forcer à se lever debout. Il va faire des expériences. Il va programmer son corps. Premièrement, il va être couché. Il va pleurer à chacun de ses besoins. Il va avoir la difficulté à bouger. Après ça, il va commencer à tourner tranquillement. Il va développer des chaînes musculaires par des jeux réflexes. Donc, il a besoin de son sensoriel. Je sens mon coude, je sens ma main. Je vis des expériences sensorielles. Puis là, le sensoriel va amener au moteur. Je sens, donc je me dirige et je modifie mon sensoriel qui amène un mouvement. Et tranquillement, l'enfant va se retourner, se tourner, s'asseoir.
il va essayer de se lever, il va tomber, il va essayer, il va utiliser des stratégies. Premièrement, avec toutes ces voies-là sensorimotrices. Et le miracle, un jour, va arriver, l'enfant va être debout, il va être super content, il va tomber en pleine face. Donc, ensuite, ce qui manque, évidemment, c'est la force musculaire, l'endurance, etc. Mais le sensoriel va avoir été assez mature pour permettre le geste. Donc, ensuite, il faut renforcer cette structure-là, qui va amener ensuite, tous les réflexes, comment ça fonctionne dans le corps, c'est qu'on a besoin d'une information sensorielle. On a une séquence motrice qui vient avec. Puis quand cette séquence-là est maîtrisée, le corps va, je peux dire produire, mais va installer un neurone moteur inhibiteur qui va dire « OK, on n'a plus besoin de toi » et on s'en va vers un neurone moteur plus performant qui va amener vers le début d'un nouveau réflexe. Donc, la transition ne se fait pas en une fois, se fait graduellement. On a des fois, ceux qui ont des enfants ici, vous devez voir, des fois, vos enfants, vous avez l'impression que « Hey, wow, il va super bien aujourd'hui ». Hein, il est capable de prendre la chose, puis le lendemain, il n'est plus capable de rien prendre. Là, tu fais, bon, il est rendu con ce matin, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement que plus qu'il est fatigué, quand il vit des choses émotionnellement, il va toujours, c'est un peu comme un arc, des fois, ils vont reculer un petit peu. Pour lancer une flèche, on a besoin de tirer l'arc, reculer. Pareil, on a besoin de... Des fois, il y a des petits cycles. On va le voir, un enfant, quand il est fatigué, il va se comporter différemment, va retourner un petit peu plus dans son tronc cérébral, dans ses... Il va rajeunir, on dirait, intellectuellement. C'est intéressant. Mais bref, c'est pour dire tout ça que ce n'est pas une définition claire. Un réflexe va s'en aller graduellement. Il va maturer vers un autre. Donc, suite à ces réflexes-là sont intéressants parce qu'ils dépendent du sensoriel. Puis le sensoriel, c'est la proprioception. C'est qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'être humain, on sait on est où dans l'espace, comment qu'on se déplace, puis comment que nos muscles vont séquencer de façon sécuritaire pour dire, bon, là, je suis en posture neutre, je n'ai pas besoin de forcer, je dois me stabiliser, je dois m'orienter dans l'espace, m'orienter autour des autres objets, orienter mes propres membres envers moi-même. Donc, qu'est-ce que je fais à partir de là? Parce que c'est là que les problèmes vont commencer à embarquer. C'est s'il y a des problèmes d'orientation dans tous ces systèmes-là. Donc, on a besoin que la peau du pied envoie une information qui est cohérente au cerveau. Donc, la peau du pied, c'est la peau la plus sensible du corps humain. Elle prend l'information par rapport au sol, puis va nous aider à gérer notre axe vertical. C'est-à-dire, grâce à la peau du pied, on est capable de se tenir droit. On peut être croche, mais on va se tenir droit. Okay? Par tous les jeux réflexes de la peau du pied qui va directement au cortex supérieur, qui va programmer cette séquence-là de contraction musculaire, qui va nous stabiliser. C'est une prouesse incroyable, mais c'est ce qui se passe. Ensuite, la peau du reste de notre corps, c'est une grosse information, c'est un gros organe, mais celle du pied particulièrement, c'est la plus intéressante pour la posture. Donc ensuite, on a les joints articulaires aussi qui ont certains effets au niveau de ça. Pas aussi puissants, mais quand même. Ensuite, on va tomber particulièrement dans les yeux. Nos yeux veulent fixer l'horizon, naturellement. On a deux yeux qui sont comme ça. Hein? On a un nez, une bouche, mais les yeux fixent l'horizon. Pourquoi? Parce qu'on veut s'aligner avec l'horizon, parce qu'on ne veut pas être comme ça toute la journée. Okay? Vous allez voir, ce n'est pas efficace. On fatigue vite comme ça. On crée des compressions dans le corps. Donc, les yeux, en se stabilisant vers l'horizon horizontal, vont aider à gérer l'axe horizontal. Donc, on veut positionner notre tête correctement dans l'espace toujours. Si vous voyez quelqu'un qui a la tête un peu en angle, bien, on sait qu'il ne lutte pas efficacement contre la gravité. Donc, il va se fatiguer beaucoup plus qu'un autre. Donc, Dominique, exemple, si c'est, comme je te dis, dans un département qui n'est pas émotionnel, qui est biomécanique, bien, si tu as un œil plus bas que l'autre, structurellement, tu as une tête qui a tendance à basculer, des choses comme ça, il est possible que les muscles de ton épaule aient des petits problèmes, une petite compression nerveuse, etc. Donc, c'est dans la mesure du possible. Un autre truc qui est extrêmement intéressant, c'est l'oreille interne. Donc, le fameux système vestibulaire qui, lui, avec le cervelet, qui lui permet de préciser le mouvement, hein, une super partie du cerveau, va s'occuper des extenseurs, de l'activation des extenseurs par les noyaux vestibulaires profonds. Donc, les extenseurs, ce sont eux qui nous permettent d'être droits. Quand on est comme ça, on est en flexion. Une flexion, c'est quoi? C'est quand on rapproche des segments articulaires ensemble. Okay? On plie. Bon, je ne veux pas... J'avais dit que ce serait un live pour les thérapeutes. Bon, un thérapeute devrait savoir c'est quoi une flexion, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas thérapeutes qui écoutent quand même. Donc, je me permets cette petite parenthèse. Je ne veux pas infantiliser les thérapeutes.
Il y a assez de nos gouvernements en ce moment qui font ça. L'infantilisation. Donc, flexion. L'oreille interne va permettre l'activation des extenseurs en travaillant de pair avec le cervelet qui travaille très fort pour inhiber les fléchisseurs. Donc, ces amis-là vont nous permettre d'être droits, d'être bien ouverts, pas être tout en rotation, en flexion, etc. Donc, ils s'assurent qu'on est ouvert au monde, qu'on est grand, fort et puissant. Ce sont les groupes musculaires les plus puissants aussi qu'on a. Malheureusement, ceux qu'on entraîne au gym, habituellement, c'est ceux qu'on regarde dans le miroir en arrivant. Nos biceps, les abdos, les pecs, les quads, puis en arrière, ben, c'est tout mou. Tout mou avec une mauvaise posture. Ça arrive très souvent. Donc, je vous conseille d'entraîner les muscles les plus gros et les plus forts de votre corps, puis ceux qui vont vous aider plus tard à ne pas vous casser la gueule. Bref, pourquoi je vous parle de cette parenthèse-là? Sans une bonne proprioception, sans une information cohérente, l'ATM aussi, excusez, l'articulation temporomandibulaire, le mandibule ici, temporomandibulaire, on a tout ce joint-là articulaire et toute son innervation qui va envoyer une foule d'informations aussi au cerveau par rapport à ça. On dit souvent pied qui boite, mâchoire qui boite, mâchoire qui claque, pied qui boite. C'est quand même intéressant. Bref, si les informations qui sont prises par nos extérocepteurs, nos capteurs qui prennent l'information extérieure, n'envoient pas une bonne information au cerveau, le cerveau va avoir la difficulté à contracter les bons muscles, à utiliser une stratégie adéquate pour lutter efficacement contre la gravité et donc permettre ces fameuses contractions-là réflexes qui ne serait-ce qu'être debout, droit, hein, et osciller de 4 degrés, ou être assis sur une chaise sans avoir les épaules roulées, le dos évaché un peu comme ça, à pitonner. C'est toutes ces informations-là. Quand c'est clair, le cerveau va efficacement utiliser ces chaînes musculaires-là. Donc, encore mieux si vous êtes capable de faire un entraînement musculaire adapté qui va garder cette tension-là. Parce que, veux pas, on est quand même coincé en flexion. En ce moment, je suis penché vers vous pour faire face à la caméra, mais sinon, je serais comme ça. Mais ça donnerait une drôle d'impression avec la caméra. Donc, avant d'aller plus loin, je vais répondre à Simon Carl. Bonjour, Simon. Non, je ne suis pas revenu au Québec. Ce n'est pas nécessairement mon plan non plus. En ce moment, je suis à Istanbul. Je fais une tournée dans 7 pays ensuite pour enseigner. Je quitte dans 2 semaines. Je vais France, Belgique, Luxembourg, Suisse, ensuite Espagne, Portugal. Ça fait 6, excuse-moi. Donc, je reviens au Québec juin, mais pour voir mes enfants, et fermer mes entreprises et m'en aller. Donc, je vais être là probablement 3 semaines. Donc, je n'ai pas de clinique ni de domicile au Québec. Maintenant, j'ai tout laissé mes trucs là-bas, en entrepôt. Donc, je ne m'en vais pas là pour travailler, malheureusement, mon cher. Je peux cependant te référer à des gens de compétences. Si tu me dis la région que tu es, ça va me faire un plaisir de te référer à un bon thérapeute. Donc, voilà. Donc, si je reviens au sujet. Donc, ensuite, en clinique, à Longueuil, parfait. Philippe Denis, ostéopathe, directement à Longueuil. C'est un top. Je te l'écris. Ben, justement, il vient de faire J'adore. Bon, fait que Philippe est là. Philippe fait signe de vie. Il va aller te voir. Philippe Denis, c'est un top. Salut, Nadine. Fait que, OK. Je reviens à mon topo. Donc, si vous avez... il y a tellement de possibilités. Vous pouvez déjà avoir des articulations qui ne sont pas en ordre, des muscles qui sont spasmés, qui vont dérégler les fuseaux neuromusculaires lents, rapides, des organes tendinogorgie, des problèmes lymphatiques. Vous pouvez avoir... Là, on peut aller encore plus loin. Parce que moi, un coup, je suis devenu posturologue. Je corrigeais les postures des gens, mais je me retrouvais encore avec des articulations problématiques. Je me retrouvais encore avec des muscles problématiques, malgré les entraînements et tout. Puis je me demandais toujours, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi donc ça revient? Donc là, je me suis dit, hey, je vais devenir naturopathe. Donc, je vais aller comprendre la nutrition, l'alimentation pour aider au mieux les gens, l'inflammation, recommander des suppléments, etc. Donc, j'ai fait mes formations. Continuer à aider les gens. Évidemment, si on leur fait perdre du poids, il y a un peu moins de compression articulaire, etc. On peut aider avec plein de produits au niveau des articulations qui vont aider, comprendre toute cette biochimie-là, qui même influence des fois le microbiote, qui va influencer les émotions, qui va influencer plein de choses. Mais encore, il me manquait toujours des trucs dans mon équation. Puis c'est là que j'ai commencé à m'intéresser par la biochimie. J'ai vu que la biochimie pouvait
créer des problèmes au niveau des muscles, de l'activation musculaire, grâce aux travaux de Dr. Goodhart, etc., en kinésiologie appliquée. Donc là, j'ai commencé à creuser là-dedans. Donc, je suis allé faire plein de formations. Finalement, commencé à tester le système musculaire. Ensuite, j'ai commencé à faire des tests. Excusez, je regarde qui est présent. Il y a plein de monde de femmes, c'est cool. Donc, je suis allé ensuite comprendre l'interaction du système des méridiens. Donc, en acupuncture, je ne suis pas acupuncteur, je ne plante pas d'aiguille, mais les systèmes en médecine traditionnelle chinoise, excusez-moi, c'est ce que je voulais dire. Donc, il y a des méridiens qui passent dans le corps et ces méridiens-là vont s'occuper des organes, oui, vont véhiculer de l'énergie. On appelle ça le corps vital, mais ils vont aussi s'amuser, on va dire flirter avec le système émotionnel, parce que le système en médecine traditionnelle chinoise est très, très complexe. Et avant, comment ils traitaient les gens, c'était de façon intégrative en médecine chinoise. Maintenant, dans beaucoup de cas, on peut les appeler des planteurs d'aiguilles. Il y a des excellents acupuncteurs en passant. Il y en a d'autres qui utilisent des protocoles un petit peu, puis c'est ça. Des fois, c'est les autres, peut-être, la méthode d'enseignement, je ne sais pas. Donc, ils finissent par utiliser des protocoles pour travailler avec des physiothérapeutes, beaucoup qu'on va voir. Donc, ils vont commencer à plus s'occuper du système des endorphines, donc utiliser des points d'acupuncture qui vont aider au niveau de l'inflammation, de certaines douleurs, etc., parce qu'il y a des super beaux résultats avec ça, il y a plein d'études là-dessus. Mais en arrière de ça, si tu regardes toute la philosophie derrière la médecine chinoise, il y a énormément de recherches, puis c'est des années et des années la compréhension de ce système-là, qui a vraiment pas su être condensé en 3 ans pour un deck. 3 ou 4 ans, je ne me rappelle pas, en acupuncture, exemple, au Québec. Tout mon respect aux acupuncteurs en passant, c'est assez. C'est du solide comme formation. Beaucoup de respect pour ça. Mais je veux parler, je pense qu'eux-mêmes vont pouvoir en témoigner. Pour ensuite aller plus loin dans leur champ d'expertise, il va falloir qu'ils étudient beaucoup plus sur la compréhension des éléments, la compréhension des aliments, des potions qu'ils peuvent faire, des ci, des ça. Puis qu'est-ce qui s'est passé, c'est que l'ordre veut en ce moment surtout, minimiser beaucoup l'utilisation d'autres produits, puis qui reste plus au niveau de l'acupuncture. Donc, vraiment, l'utilisation d'aiguilles dans des points d'acupuncture qui vont créer certains résultats au niveau du système. Donc, mais c'est ça. Encore une fois, dans la médecine chinoise, quand une personne est malade, on va regarder la langue, on va regarder qu'est-ce qu'il vit, on va regarder vraiment globalement comment la personne souffre. Maintenant, moi, dans mon PhD, c'est exactement ce que je fais, c'est médecine intégrative, c'est-à-dire que je prends les outils de tout que je peux, j'essaie de synthèser ça en une consultation qui fait que c'est qu'on voit vraiment plus de choses en même temps. C'est exactement ce qu'on enseigne à New Era, en fait, c'est une synthèse maintenant, bon, une trentaine de spécialistes dans l'équipe, dont moi derrière aussi, un peu de chef d'orchestre qui essaie de concevoir les cursus pour les gens pour qu'on comprenne mieux les différentes sources qui peuvent venir créer des perturbations au niveau des gens. Donc, justement, Philippe, il venait, je ne sais pas si Philippe, je peux peut-être t'inviter, Philippe, si tu es encore là. Es-tu là? Je pourrais peut-être te faire une petite invitation sur stream si tu as envie de jaser avec moi, là, parce que Philippe a fait quand même toute une transformation spectaculaire dans son domaine. Ça a pris très longtemps avant qu'il vienne faire les formations avec, avec moi. Puis finalement, je pense que ça a complètement changé sa vie. Et ça apporte beaucoup de patients en ce moment, comme là. OK, ben tu m'écouteras plus tard. Merci beaucoup, Dominique, super gentil. Donc, voilà. Donc, là, je me suis intéressé beaucoup au système émotionnel derrière ça. Il y a quelqu'un qui a fait un beau travail, c'est Dr. John Diamond, qui est un psychiatre qui est allé chercher des liens avec l'acupuncture, le système émotionnel. Moi, j'utilise beaucoup ce système. Comment qu'on fait? Je vais t'envoyer un lien invité. Copier. Voilà. Là, je t'envoie ça ici. Tu as juste à te connecter avec ça. Donc, ça l'a envoyé partout. Donc, s'il y en a d'autres qui veulent poser des questions en live, vous êtes thérapeute, parce que c'est vraiment le live sur les thérapeutes, c'est pas un live patient aujourd'hui, puis vous avez le goût de discuter avec moi, je vous invite à cliquer sur le petit lien. Ça va me faire plaisir de vous avoir. On va vous inviter à l'écran, puis on va pouvoir faire une belle petite discussion tous ensemble. Moi, je suis là pour ça aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait, puis ça me fait plaisir de faire ça aujourd'hui. Je suis super content, en fait, parce que je suis tout seul dans d'autres pays. Ça fait 6 mois. Là, je peux parler à mes amis de Québec et de la France. Donc,
OK, fait que je reviens. Dr. John Diamond. Là, je devrais te voir apparaître à côté si je ne veux pas te manquer. Donc, OK, c'est copié. Bien, copie, puis colle ça dans une nouvelle fenêtre. Donc, tu vas être invité à te connecter sur StreamYard. Puis tu vas pouvoir quitter le live de ta plateforme puis aller sur lui à la place. Moi, je le vois apparaître. Puis on a déjà fait ça ensemble quand on a fait une entrevue, Philippe. Donc, à partir de là, tu devrais être capable. Donc, c'est ça. Le système émotionnel. Donc, en kiné appliqué, là, je sais que c'est un terme maintenant qui est réservé. Je n'ai pas le droit d'utiliser ça, mais ça reste que c'est des formations quand même là-dedans que j'ai fait. Donc, kinésiologie intégrée, appelez ça comme vous voulez. Kinésiologie, ils le disent en France, c'est correct. Bonjour Mylène. Salut. Donc, il y a Dr. Goodhart qui a fait les liens entre les systèmes musculaires. Dr. Goodhart, qui était un chiropraticien qui a fait sa physio aussi, je crois, qui a fait les tests entre les systèmes musculaires et les méridiens en médecine chinoise. Donc, vraiment excellent. Et ensuite, Dr. Diamond, qui est allé chercher les émotions des systèmes de croyance rattachés avec les méridiens aussi. Donc, moi, j'utilise cette belle petite boucle-là dans mes évaluations en neurothérapie pour aller lire le corps, aller chercher. Ah, Philippe est là. Bon. Ah, ben, salut. Attends, salut, hey, comment ça va? Mettre le son, je veux juste te mettre ici. Là, je t'entends. Là, je pense à faire une son avec ça. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes écouteurs. Excuse-moi. Bon, désolé, je suis moins cute. Salut! T'es cute. Merci, c'est gentil. Ils sont super trendy. Donc, là, par contre, qu'est-ce qui merde? C'est que les gens dans Instagram ne t'entendront pas. Bon, parlez-vous en braille? Je vais essayer de faire les résumés pour Instagram. Donc, OK. Ouais, non, on va être correct. On va être correct. Il n'y aura pas de retour. Il n'y aura pas de retour. Il faut juste que je ferme le son ici. C'est ça que je faisais avant. On vit dans un monde. Et voilà. Bon. Instagram vont t'entendre, tu vas bien aller. OK. Donc, ces fameux méridiens-là, je vais juste finir où j'en étais avec les gens pour qu'ils se mélangent. Donc, les méridiens vont être connectés au système émotionnel, qui vont être connectés évidemment aux organes, mais aussi aux muscles. Mais ensuite, on a un travail de Myers qui s'est fait avec les Anatomy Trains qui vont ramener dans les chaînes de fascia les méridiens qui vont aller se balader là-dedans. Donc, ces systèmes-là, moi, j'ai travaillé avec ça, j'ai monté des protocoles super complexes, mais super intéressants avec tout ça. En plus de d'autres trucs, j'utilise des voies lumineuses dans les yeux, des choses comme ça, d'autres systèmes. On utilise même les chakras maintenant parce qu'on a réussi à le valider en clinique au niveau du système articulaire. Même chose avec des émotions derrière ça. C'est fascinant. J'ai fait des lives sur le sujet qui expliquaient un peu comment que le corps vital interagissait avec le mental et le corps physique. Je vous invite peut-être à aller le retrouver ou on en parlera une autre fois. Là, on a Philippe qui est avec nous. J'espère que ça vous donne le goût d'aller plus loin. Puis je pense que c'est ça la force de notre école, c'est de prendre l'évidence base, que moi, je suis un gars ultra biomécanique à la base. Il n'y a pas plus biomécanique que moi à la base. Je pense, Philippe, tu peux en témoigner. Je suis assez à l'aise avec les tests articulaires, musculaires. Ça va bien, ça va vite. Je ne suis pas ostéopathe, donc ce n'est pas moi qui va aller dire je sens son crâne à ça, mais mes tests vont arriver au même résultat quand même quand on fait les évals avec les tests. Donc, ce que j'ai trouvé, c'est une façon que ça aille beaucoup plus rapidement pour avoir le même genre de résultats, mais les résultats peuvent aller plus loin par contre avec les corrections qu'on va dire bioélectriques. Je pense que l'autre morceau qui serait important que je vous parle avant tout ça, c'est évidemment, j'ai fait beaucoup de thérapie cognitive, mais je suis allé étudier beaucoup en électrophysiologie, en neurophysiologie. Ça m'a permis d'avoir une meilleure compréhension de qu'est-ce qui se passe électriquement dans le corps, au niveau de la cellule, au niveau de la peau, comment tout ça interagit ensemble. Puis je pense que c'est le tendon d'Achille de pratiquement tous les thérapeutes, parce qu'on considère le corps humain comme de la plasticine avec des petits morceaux de bois dedans. Puis c'est là, je pense que Philippe, tu peux peut-être venir discuter un peu pour toi, c'était quoi le paradigme que tu as eu chez New Era, comment que ça a changé? Parce que ça a été très long avant que tu viennes faire nos cours. Au moins 2 ans, facile, que tu étais dans mes contacts, puis que tu regardais, puis tu poussais une phrase une fois de temps en temps. Ça a été très, très, très long. Oui. Ben, maintenant, tu signes avec nous. Chaque personne, je pense, doit suivre son évolution. Puis ben là, j'avais comme des choses à faire avant. J'avais
je me suis inscrit dans des écoles de posturologie connues. Puis ça a été un peu la révélation. C'était vraiment après mon cursus en ostéopathie où là, j'ai commencé à m'intéresser à la neuro parce que l'idée, c'est que je cherchais toujours des façons d'améliorer ce que je faisais, puis de trouver des réponses ailleurs que ce dans quoi j'étais déjà familier. Donc, tout ce qui était approche neurologique, neurofonctionnelle, posturaux et tout, c'était quand même assez attirant comme idée, surtout qu'au début de ma formation d'ostéopathie, j'avais déjà été exposé à ça, donc ça m'avait toujours gardé un peu curieux. Maintenant, le paradigme avec New Era, c'est que c'est là que j'ai vraiment vu l'efficacité en temps réel de ce qu'on fait. Ça c'est vraiment... tu demandais vraiment... OK, le changement de paradigme, dans le fond, c'est que on a souvent l'impression en thérapie manuelle que pour que quelque chose fonctionne, il faut rentrer dedans. Je ne sais pas, on dirait que si tu veux masser un muscle, si tu pèses fort, ben ça va mieux marcher que si tu ne pèses pas fort. Ou des affaires de même. En tout cas, on a une espèce d'idée que... Intéressant, tu dis ça. En ostéopathie, hein, souvent les gens vont aller en ostéopathie et vont dire j'ai l'impression qu'ils ne m'ont rien fait, qu'ils ne m'ont pas touché. Puis ça, je pense que vous êtes beaucoup plus attaqué par ça que les massothérapeutes qui, il a une bonne main, il m'a travaillé, j'ai mal le lendemain, mais je sais que ça va faire du bien. Oui, en fait, ça dépend parce qu'en ostéopathie, il y a beaucoup de. Tu sais, j'ai connu des ostéopathes très articulaires, très approche chiro et tout, même si, bon, maintenant, il y a à cause des droits de pratique. C'est ça, exact. Ça ne craque plus maintenant, donc si ça ne craque pas, ça veut dire que ça ne marche pas. Oui, c'est ça. Oui, exactement. C'est comme, on a un peu une espèce de le paradigme d'origine, c'est que pour modifier le corps, il faut comme. Il rentrait dedans un peu, puis là, évidemment, on le fait de façon mécanique et articulaire. Maintenant, le paradigme, c'est ça, de New Era, c'est que, on n'a pas à faire ça. La tendance du corps est naturellement d'aller vers l'équilibre, donc on n'aurait pas à le forcer pour y retourner. On devrait juste comme entrouvrir la porte, puis montrer la voie, puis là, ça arrive comme ça. Les articulations. Ça parce que le cerveau déplace les choses comme ça. Oui, exactement. C'est comment. Tu peux prendre le même chemin de retour en arrière. Oui, j'ai l'impression que, à la lumière de l'expérience, après avoir suivi les protocoles pendant quand même, là, ça fait un bout, là, ça passe vite le temps. On découvre des choses, on apprend des choses, on remarque des choses quand même assez claires selon la perception qu'on a. On arrive à identifier vraiment les petites anomalies du système qui créent un effet domino, qui finissent par débalancer l'ensemble. Puis finalement, on se rend compte qu'on a juste besoin de donner la bonne instruction dans le système pour que tout se remette à fonctionner correctement. As-tu enfin compris pourquoi j'ai mis ça dans cet ordre-là, mon plan de traitement? Dans cet ordre-là? Oui, ma feuille. Tu sais, il y a des affaires prioritaires, je mets en haut, puis... Oui. Ça, cet ordre-là, là, il a été testé souvent. Là. Oui, écoute, sérieusement, est-ce que... Je ne vais pas dire que je le suis à la lettre tout le temps. Parce que, je ne sais pas, des fois, l'idée de... C'est le fun d'avoir... Au niveau de l'éducation, c'est le fun d'avoir des protocoles en partant. Il faut être capable d'avoir une ligne directrice, puis de développer son efficacité à partir de quelque chose qui a été éprouvé déjà. Ça je pense que c'est important. Maintenant, à force de jouer avec, je pense que l'idée, c'est que si on veut briser les règles, il faut au départ les comprendre. Oui, exact. Puis, une fois qu'on les comprend bien, puis que c'est acquis, là, à ce moment-là, on teste le système. Moi, c'est beaucoup ça que je fais parce que des fois, c'est comme, je vais essayer ça, je vais essayer ça. Puis, j'en viens à tranquillement développer un peu mes propres approches, ce qui fait que souvent, je ne vais pas tout dans le même ordre, tout le temps. Si jamais tu as trouvé un ordre que tu juges qui est plus performant que celui-là, il faut qu'on discute. Parce que ça, c'est... Il y a beaucoup de choses qui ont été déplacées dans cet ordre-là. Ouais. Et replacées et remis ailleurs par expérience parce qu'on a fait ouais, mais si ça, ouais, mais si ça. C'était difficile, c'était tout un exercice de style parce que moi aussi, je suis très intuitif en consultation. Ouais. Puis
créer un protocole comme ça, un plan structuré pour les étudiants, parce que les gens veulent savoir quoi faire quand. Ils ne sont pas tous aventuriers, les étudiants. Bon, tu es enseignant aussi. Absolument. Tu Les remarques. étudiants qui ne sont pas aventuriers. Il y en a qui veulent juste prendre un outil de réinterne, puis ils disent, bon, lui, il a la réinterne, je fais ça là, je ne veux pas gratter ça. Ben, toi, au début, exemple, tu ne voulais pas faire les chakras, je pense, les méridiens, tu n'étais pas à l'aise avec ça. Non, c'est pas ça. C'est que dans l'évolution, je n'étais pas rendu là. Au début, ça n'a pas pris de temps, par exemple, parce que je voulais pouvoir avoir accès aux différentes perspectives des cours que tu donnais, puis comment les intégrer dans un ensemble, dans un système. Ça, c'est vraiment la meilleure affaire, sérieux, ever. Maintenant, c'est ça, je veux dire, tant et aussi longtemps, parce que si tu me parles de chakra, pour moi, à quelque part, il y a quelque chose qui relève de la croyance ou de la foi. Puis moi, je suis moins là-dedans, tu sais, à la base. Sauf que j'ai pris je veux dire, le risque. Tu sais, je risquais pas grand-chose parce que tout ce que j'avais appris, tout le bagage que j'avais déjà acquis à ce moment-là, ça valait déjà la peine. Fait que là, quand j'ai décidé de faire le niveau 2, ça a été comme, ça doit valoir la peine. Donc, je vais faire confiance, je vais m'acheter la formation. Au pire, ça me servira peu, tu sais. Puis finalement, c'est ça, c'est que la façon que tu le montres, c'est que tu montres les connexions avec le monde réel, au niveau des tests musculaires et tout. Puis ça, une fois c'est validant. Hein? Comment? C'est assez validant, là. Ben oui, voilà. Fait qu'à partir du moment où tu es capable de me montrer quelque chose, puis que ça a tel effet, puis que tu peux me le montrer, puis le reproduire, puis de le montrer aux gens qui peuvent le reproduire, ben là, on commence à parler de quelque chose qui fonctionne. Donc. Tu fais un chakra, puis que le lombaire se replace, là. Ouais. Puis tu sais, rendu là, chakra, pour moi, ça fait. Parce que la matière un centre énergétique, là, moi, je vois ça, que le nom le populaire, c'est ça, mais en fait, c'est vraiment des points d'énergie, des rentrées dans le corps. C'est des rentrées et des sorties, là. C'est un peu. En médecine intégrative, nous, on le voit comme ça. En fait, c'est vraiment. Le corps, c'est comme un compartiment de l'univers. Puis j'espère que j'ai peut-être pas réussi à transmettre ça à l'époque dans mon niveau 1. Vraiment, ce côté-là, l'atome, comment on est assemblé, en fait, les atomes ensemble, les champs morphogéniques, les champs morphogénétiques, puis ces affaires-là. Puis ça, on va loin, mais moi, mon PhD, c'est là-dedans. Puis il y a un cours qu'on va préparer là-dessus pour vraiment que les gens comprennent que moi, le corps humain, on veut des référentiels dans le monde vivant, mais moi, je suis assis sur une chaise en ce moment, puis c'est de la foutaise à mes yeux. Tout ça, là, tout ça. J'ai quelque chose à dire là-dessus. La physique quantique valide toute notre physique classique, pratiquement, au moins la physique moléculaire. Nicolas. Oui, vas-y, je t'écoute. Oui, une parenthèse. Je ne sais pas si elle va être longue, mais en tout cas, je vais essayer de la faire courte. C'est que tu dis que la chaise sur laquelle tu es assis, c'est de la foutaise. Moi, je dirais que non. Okay? Parce que là, l'idée qu'on se fait de la chaise, elle est limitée à notre champ de perception qui est vraiment petit. Okay? Donc, on ne voit pas la vraie affaire. C'est ça, exactement. Sauf que. Ce que je vous dis, c'est la foutaise, c'est notre perception de la chose, notre conceptualisation de la chose. Notre conceptualisation, c'est comme les couleurs, c'est comme n'importe quoi. C'est toujours basé sur ce que le cerveau est capable d'interpréter. Sauf que pour vivre dans le monde dans lequel on vit, c'est nécessaire, à mon avis, d'avoir précis pour qu'on soit capable de. Ça lag un peu. Je ne sais pas si c'est toi qui coupes ou c'est moi. Donne-moi une seconde, je pense que ça coupe ici. Là. Hey, bonjour, M. Courvoisier. Donne-moi 2 petites secondes. Je suis là. Bon, excuse-moi, c'est ça, il y a un problème de Wi-Fi. J'ai demandé à mon coloc de fermer son Wi-Fi. OK, c'est bon. Fait. C'est ça. OK, parfait. Donc
Oui, ce que je disais, c'est que notre conception du monde doit quand même, malgré tout, être suffisamment on point pour être capable au moins d'agir dans ce monde-là puis d'être capable d'assurer notre survie. Sinon, on ne le comprendrait juste pas. Oui, ben, c'est ça. Ça, va falloir que. C'est pour ça que je prends beaucoup de temps avant d'écrire ce cours-là, nuancer, expliquer les propos de façon claire, concise, parce que si tu dis à quelqu'un ta réalité, c'est de la foutaise, puis traverse la rue, se fait frapper par un auto, il va voir que. Que ça marche en maudit, hein? Je veux dire, dire, le monde physique est quand même intéressant. Ouais, surtout parce que notre cerveau vit depuis le jour 1 que c'est ça la réalité dans le monde physique. On n'a pas d'autre option de réalité. On a d'autres options de réalité, puisqu'ils s'en viennent de plus en plus intéressants en neurosciences. Et tout ce concept-là, les physiciens commencent à se demander si en ce moment, nous ne sommes pas une simulation dans une simulation vidéo. Ouais. Que des gens essaient de refaire une simulation de c'était quoi nos ancêtres en ce moment, puis on n'a aucun référentiel pour nous dire que ceci est la réalité. En fait, ça pourrait être aussi bien être un programme, puis que nous, en fait, on évolue en temps réel pour nous, mais irréel pour eux, puis que tout est une simulation. Il n'y a absolument rien qui différencie la réalité parce que de par notre nature électromagnétique. Donc, c'est quand même super intéressant parce qu'on vit une expérience dans le monde physique. Ça, c'est comment il s'appelle ce docteur-là? J'adore ce qu'il fait, là, lui. Mais c'est vrai, il dit que nos cellules, c'est comme des antennes. Puis qu'en fait, on reçoit des informations, puis on envoie des ondes cérébrales sur ce qu'on ressent en permanence. On n'a pas le contrôle là-dessus. Fait que si on envoie des ondes cérébrales, il y a quelqu'un qui les reçoit. Donc, quelqu'un ou quelque chose, on peut dire Dieu, mais ça peut être aussi le logiciel. On ne sait pas, on peut aller loin là-dedans. Donc, pourquoi qu'on envoie des ondes cérébrales? Il n'y a aucune raison concrète, là, théorique. Là. Si on envoie quelque chose, ça sert. Donc, on peut recevoir, on peut envoyer. Donc, on fonctionne vraiment comme un avatar dans un logiciel. C'est carrément ça. C'est fou. Puis là, ça vient vraiment ce paradigme-là qui s'en vient. On sait que la conscience manifeste les choses. Exemple que tu joues un jeu vidéo, on voyait ça dans les vieux jeux vidéo quand tu arrivais dans une pièce, ben, la pièce commençait à se matérialiser tranquillement. Tu te rappelles? Les vieux. Mais maintenant, ben, tu logs l'interface, tu te balades sur l'interface pour voir les joueurs apparaître. C'est le même principe. Si ta conscience n'est pas dans la pièce, il n'y a rien dans la pièce. Ouais. Donc, là, toute la loi de l'observeur en physique quantique qui regardait le comportement des électrons ou des protons, je ne m'en rappelle plus, qui envoyait... Des électrons, l'expérience. Double slit experiment, qui envoyait les trucs, puis ça se réparpillait, puis quand ils regardaient, ça allait derrière les fentes. Donc, c'est le même principe que le jeu vidéo, c'était pas dans la pièce de l'autre. Plus que ça va, plus qu'on se pose des questions sur ça. Mais c'est pour ça que ça devient de plus en plus intéressant d'aller chercher dans les sphères supérieures, hein, les hiérarchies des 5 que je parlais. Là, si vous êtes thérapeute, vous êtes en train de nous écouter, vous allez dire ils sont rendus loin en tabarnak. Il y a des étapes avec ça. Il y a des étapes avec ça. Il y a une liste à faire pour qu'on ait cette discussion-là. Ça fait du sens ensuite parce qu'en fait, c'est basé sur les dernières recherches en neurosciences, en physique quantique. On n'est pas en train d'inventer n'importe quoi. Je trouve le mot physique quantique a été surexploité dans la vie. Tout le monde dit je la pense écrire, puis là, je fais de la physique quantique. Wow! Attends une minute. Là. Moi, je ne suis pas physicien. C'est un sujet extrêmement complexe. On peut comprendre des très petites bases, mais ce qui s'en vient intéressant, c'est que tout ce qui s'appelle les ondes, qui s'appelle les fréquences, qui s'appelle... faut accepter, en gros, c'est que le cerveau envoie des informations, il peut en recevoir. On a 5 types d'ondes cérébrales. On a un champ électromagnétique humain. On est influencé par le champ électromagnétique de l'environnement. Quand on regarde quelque chose, il se manifeste quelque chose parce que notre énergie influence la matière. La matière, c'est quoi? C'est un tas d'atomes qui s'assemblent ensemble, forment des molécules, qui forment des matériaux, des organes, des systèmes, des choses comme ça. On vit dans vraiment un tas de pixels qu'on déplace en regardant. C'est vraiment fascinant, tout ça, en fait. Puis des fois, on veut tellement chercher, en tant que thérapeute, le petit point dans l'épaule de la personne qui lui fait mal. Mais des fois, ce petit point-là, si on fait abstraction de tout ce monde moléculaire-là, on se demande si ce petit point-là, c'est pas quelque chose dans son système, dans son mental, qui perturbe l'énergie, qui crée ensuite une mauvaise manifestation dans le monde physique de cette matière-là. C'est là que quand on s'en va jouer dans ces systèmes-là que ça devient intéressant. Parce que l'acupuncteur, il plante une aiguille dans un champ énergétique, dans le corps vital. Oui, effectivement,
son fascia, son aiguille dans un méridien yin va être à 0,3 mm dans la peau, tandis qu'un méridien, un yang va être un méridien superficiel. 0,3 mm environ dans le fascia superficiel, tandis qu'un méridien yin va être environ 0,7 mm dans le fascia superficiel, encore une fois. On sait qu'il y a quelque chose, il y a une connexion qui se passe dans le matériel, mais en fait, c'est carrément le corps vital, c'est un monde énergétique. Donc, les acupunctures pourront témoigner que quand ils plantent une aiguille, il y a l'intention en arrière qui va jouer, ils vont tourner un sens, il va se passer. Il y a toute une question de polarité avec ça, super intéressante aussi. Mais est-ce qu'ils plantent dans le corps physique tant que ça? Ou c'est. Moi, je vois le corps humain comme plusieurs couches différentes. Énergétiques, de la peau, si ça, des liquides, Donc, c'est super intéressant, mais on joue avec ça. Puis l'intention du thérapeute aussi va venir participer à ça, parce que c'est ça, c'est de jouer sérieux, avec. L'intention, c'est fou pareil, parce que ça a été quelque chose que je me suis beaucoup posé de questions avec les années, surtout dans mes premières années en ostéo, où là, on commençait à parler d'intention et tout. Puis là, quand tu n'as pas beaucoup d'expérience, pas beaucoup de recul, tu n'as pas vu comme des milliers de clients, tu n'as pas tant d'idées, là. Mais maintenant. Parole du prof dans la tête. Ouais. Tes inquiétudes d'étudiant. Ouais, ben c'est ça. Tu es comme un peu bloqué par ton mental jusqu'à ce que tu commences à voir un peu la matrice. Là. Puis, je veux dire, après avoir tes cours, puis les années d'expérience et tout, ça fait comme, ah mon Dieu, OK, là, c'est ça que ça veut dire. Puis, ouais, l'intention, il ne faut pas oublier. Ça a un grand rôle à jouer. Parce qu'apparemment, tu sais, mettons le test du deltoïde antérieur, j'avais vu une expérience en ligne à un moment donné où ce test-là a été comme un peu. En tout cas, au niveau scientifique, c'est pas clair si ça fonctionne, si ça fonctionne pas et tout. Sauf que, c'est ça, dans une clinique, on n'est pas dans un labo. Oui, fait qu'on parle encore de la loi de l'observeur, etc. Puis, ouais, je rappelle ce que j'ai amené dans le cours de peau. Personne ne parle, en fait, au niveau de la peau, de la réponse galvanique de la peau avec le stress. Puis ça, ben, si tu es stressé, parce que quand tu fais une expérience scientifique, tu es stressé. Oui. Ou tu as la tête ailleurs, complètement. Tu ne veux pas être dévalidé dans tes résultats, là. Non, mais c'est ça l'affaire, c'est que quand mettons, si je veux tester le deltoïde antérieur, si je veux faire ce test-là, voir si ça marche ou pas, en tant que scientifique dans un labo, ben, je vais me concentrer sur le test du deltoïde antérieur. Je ne vais pas essayer d'avoir une réponse en disant tel fascia est-tu correct, tel truc est-tu correct. Mon intention est juste de tester le bras qui lève de même, puis alors que c'est tellement plus profond. Que... Ben, c'est ça, tu communiques d'énergie à énergie, c'est ça le but du test en tant que tel. Puis eux, ce qu'ils veulent voir, le deltoïde, c'est quoi? Le deltoïde, c'est une réponse du système nerveux qui est une réponse de l'échange qui s'est passé entre le thérapeute puis le. Ouais. Puis là, encore là, on parle de testing. Là, on parle de testing local, on parle de ma main sur ton corps qui fait un test. On ne parle pas de non local, c'est-à-dire je teste quelqu'un à distance et on peut aller loin dans toutes les théories proposées par rapport à ça. Il y a des gens qui canalisent en eux parce qu'il y a différents tests. Il y a des tests de swivel test que tu prends un truc puis tu vas basculer vers l'avant si c'est positif, basculer vers l'arrière si c'est négatif. C'est comme des différentes réactions entre tes chaînes musculaires. Je travaille un peu ces autotests-là. Tu peux tester un muscle. Il y a des gens qui cherchent un truc dans un livre, puis ils tournent les pages jusqu'à temps que tu peux aller super loin dans ces trucs-là intuitifs. Moi, j'embarque moins là-dedans. C'est pour ça que je préfère mes théories avec les testings musculaires clairs, les mobilités. J'utilise toujours, bon, tu sais, exemple, je peux tester le deltoïde, mais je peux te montrer aussi que la mobilité va mieux de plusieurs articulations. Donc, je me un panel de tests possibles pour valider la réponse. Je ne veux pas que mon système de croyance vienne perturber le tout. Tu sais, si j'ai 4 tests positifs, je me dis, OK, ben là, ça commence à pas mal clair. Là, combien d'autres tests tu veux, tu sais? C'est un peu ça. Je vais juste dire, il faut que j'aille travailler, tu sais. Ah, ben oui. Ouais, c'est ça, parce qu'il est plus tard chez vous, hein. Ben là, moi, il est 9h11 le soir. OK, ben c'est ça. Ouais. Ben, toi, t'es à cette heure-là. Là. Fait que... Un grand merci. Écoute, je vais envoyer le lien des formations pour ceux, si ça vous intéresse. Allez sur notre site, sur notre Think Effect, on a le ces formations. Ouais.
On a le nouveau site qui devrait sortir cette semaine. Ben, j'espère. Est-ce que ça a changé ta pratique? Ça a tout changé, ma pratique. Ça a reformaté complètement le paradigme. Parce qu'à partir du moment où là, tu as été exposé à ça, parce qu'au début, je suis arrivé, puis j'ai vraiment pratiqué, puis j'ai dit, je veux vraiment intégrer ces trucs-là. Fait que j'ai plus de succès maintenant que j'en ai eu au début. Donc, l'expérience compte pour beaucoup. Mais écoute, quand ça commence à rouler, là, hey, c'est fou, là. La conscience change, ce que tu t'attends des résultats change aussi. Parce que là, tu as beaucoup plus une idée claire de je fais ça pour telle raison, il va se passer telle affaire. Faire des causes à effet beaucoup plus faciles, beaucoup plus simples. Tu sais, ça devient moins stressant quand quelqu'un rentre et qui dit OK, j'ai mal là, j'ai vu telle personne, il n'y a jamais personne qui a réussi à régler mon problème. Moi, ça fait comme ah, OK, bon, ben, on va checker ça. Mon préféré, ça, maintenant. Ouais. Puis... Parce que ça nous dit déjà un peu qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu. Tu sais. Ils ont vu des pots en biomech, habituellement, je les appelle les 5 Power Rangers. Ouais. Puis, bon, il manque. On s'en va dans les zones sphères ensuite. Là. Ouais. Fait que c'est comme. Tu sais, fait que oui, ça change tout. Ça, c'est sûr. Puis même s'il est possible, à mon avis, de juste prendre ces concepts-là enseignants en classe, puis de les utiliser comme à côté à ta thérapie que tu ne veux pas changer ou tu es bien dans une certaine routine et tout, c'est possible de le faire. Moi, par contre, je recommande de changer, utiliser cette méthode-là, les méthodes de New Era de façon primaire, puis de teinter ça avec les techniques avec lesquelles vous êtes déjà à l'aise en complément pour pouvoir mettre vos propres couleurs dans tout ça. Mais d'évaluer typiquement à l'ancienne, c'est comme bon. Il y a autre chose. Ouais, ben ça, je dis, il y a 100 ans, il y avait la chiro et l'ostéo. Maintenant, c'est la neurothérapie. Mais voilà. On est là. Bon, hey, un gros merci. Bon travail. Merci à tout le monde d'avoir été présent au live. Si vous avez des questions, vous pouvez quand même les écrire. Ça va faire plaisir de répondre. Puis si vous êtes intéressé aux formations, évidemment, ça va nous faire un grand plaisir. Philippe supervise les ateliers pratiques de posturologie avec nous. Il est en création de petits cours aussi, d'ailleurs, sur le fascia avec nous. Je t'amène l'appellation. Donc, ça s'en vient. Attends, ceux qui n'ont pas vu la face sur Instagram, regarde, et là, sa face. Regardez ça. Donc, ça s'en vient. Plein de belles choses qui s'en viennent. Donc, on ne lâche pas. Puis, merci à tous. Puis, j'espère, moi, ce que je veux, c'est que tout le monde devienne meilleur thérapeute. Tout le monde a un potentiel incroyable avec des meilleurs outils, plus performants, sans dénaturer qui vous êtes, votre travail, etc. Donc, tout ce que je veux, c'est avoir plus de gens à qui référer. Parce que là, c'est dur. C'est dur, c'est difficile. Pas facile de référer maintenant, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Comment c'est dur, hein, là? Ouais. Tu fais comme je sais pas s'il est capable. Puis des fois, c'est pas compliqué. C'est juste, non, je pense pas qu'ils vont s'attaquer au bon problème. Donc, moi, c'est ça, je veux référer à tout le monde. Parfait, ça. Bon, ben sur ça, très bonne soirée, mon cher. Merci. Toi plaisir aussi. aussi. Ciao. À la prochaine.